La grande question aujourd'hui, c'est qu'il se passe beaucoup de choses au niveau technologique. C'est pas simple de voir quelle est la limite aujourd'hui technologiquement, même si ce sont des technologies très complexes. On a bien des limites d'énergie, etc. Mais par contre, pour tout le reste, c'est assez dur aujourd'hui de voir quelles sont réellement les limites. Du coup, il se pose quand même beaucoup de questions au niveau de l'éthique. Alors, petit rappel pour savoir de quoi on parle. L'éthique, à la base, c'est de poser les questions du bon et du mauvais. C'est plutôt des questions qu'on se pose par rapport à la société. Qu'est-ce qui est bon ou mauvais par la société? Et à côté de ça, il y a la morale. La morale, c'est le bien, le mal. C'est-à-dire, c'est quelque chose au fond de nous-mêmes qui dit ça, c'est pas bien, ça, c'est mal. C'est un petit peu différent. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'éthique, comment on fixe, comment on se pose les questions au niveau de la société, du bon et du mauvais. C'est déjà pas si simple. Puis de l'autre côté, il y a le droit. Le droit, c'est qu'est-ce qui est légal et, donc, légal et illégal. Tout ça est lié, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes questions. L'éthique, la notion d'éthique a beaucoup évolué au cours des siècles et elle a beaucoup évolué au cours du siècle dernier, donc du coup il y a plein de définitions, etc. Et une chose qui est apparue dans les années 80, c'est la notion de principe de responsabilité qui est très liée à l'éthique aujourd'hui et qui est très liée aux questions qu'on se pose vis-à-vis des robots. Et donc ça dit globalement, donc la thèse de Hans Jonas, ça dit doit être interdite toute technologie qui comporte le risque, aussi improbable soit-il, de détruire l'humanité ou la valeur particulière en l'homme qui fait qu'il doit exister. Alors, c'est une définition qui est très intéressante, parce que la définition aurait pu s'arrêter à la moitié, c'est-à-dire il faudrait éviter une technologie qui prenne le risque de détruire l'humanité. On comprend ce que ça veut dire. On se dit, oula, il y a des technologies, c'est dangereux, parce que ça peut nous tuer, parce qu'il y a un souci, etc. Et puis, on peut penser question de l'emploi. Ah, ça pourrait nous prendre nos emplois, ça pose un problème dans la société, etc. Mais la fin de la phrase, c'est encore plus subtil. C'est-à-dire que la thèse de Hans Jonas définit le fait que l'humain doit avant tout protéger l'humain. Il y a une logique de dire l'humain doit s'auto-protéger. Et la valeur particulière de l'homme, c'est de dire mais si on crée un robot qui nous dépasse au sens qui est bien meilleur que nous à tout point de vue, est-ce que ça, c'est pas un danger encore plus grave et plus déstabilisant que tous les autres dangers? C'est-à-dire que c'est pas tant la destruction de l'humanité, c'est le fait de surpasser l'humanité par quelque chose. Et est-ce que ça, on peut le tolérer ou pas? Donc sa définition amène aussi à ce point particulier du fait de se poser la question de peut-on créer quelque chose qui nous surpasse et qui du coup enlève la notion de valeur particulière de l'homme? Est-ce que ça, c'est pas des choses vraiment auxquelles il faut s'intéresser? Alors, il se passe beaucoup de choses sur ce domaine de la robotique et de l'éthique, sur le domaine de l'éthique de la robotique. Donc, il y a des documents que je vous invite à consulter si vous êtes intéressé. Donc le CERNA a défini, donc le CERNA qui est un petit peu l'alliance des sciences, technologies et numériques qui comporte les grandes écoles et les laboratoires de recherche, a défini un rapport à la fois sur l'éthique de la recherche en robotique, mais par ricochet sur l'éthique de la recherche en intelligence artificielle, parce qu'en fait, c'est plutôt là que ça se passe. C'est-à-dire que le vrai challenge, c'est l'intelligence artificielle, la robotique, c'est que le fait que le numérique atteigne le monde physique. C'est-à-dire que la robotique, c'est le cyber-physical system, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus de barrière entre le monde du numérique et le monde physique. Mais finalement, la vraie question, c'est plutôt le monde du numérique et l'intelligence artificielle. Donc, on a ces rapports qui définissent plein de choses très pertinentes. On a l'UNESCO qui se pose ces questions. L'UNESCO, c'est aussi son job de dire qu'est-ce qu'il faut protéger et qu'est-ce que ça veut dire. Donc l'UNESCO a aussi produit un rapport en 2017 qui est extrêmement pertinent sur le sujet. Ce sont des documents qui se lisent très bien, qui sont traduits, le document de l'UNESCO est traduit en français, donc ce sont des documents très enrichissants. La CNIL s'intéresse aussi au problème de l'intelligence artificielle et donc du coup par ricochet à la robotique intelligente. Et la CNIL, elle a fait un travail qui est basé sur ce que je vous ai cité avant, et elle a fait un énorme travail déjà de proposition. C'est-à-dire que dans les documents avant, on voit plutôt des dangers, on s'intéresse à quels pourraient être les risques, etc. Et la CNIL, elle a essayé vraiment de poser un cadre d'action, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, en gros, les deux principes fondateurs du document de la CNIL, qui est aussi un document qui se lit relativement bien, qu'on trouve en ligne, c'est loyauté. Les machines intelligentes, les robots doivent être loyaux vis-à-vis de nous et on doit avoir une vigilance vis-à-vis des risques que ça doit poser. Donc il faut mettre en place des mécanismes de surveillance vis-à-vis de ces technologies de manière à pouvoir agir rapidement. Et elle propose un certain nombre d'actions. Je ne les ai pas toutes listées là. En gros, même en résumé, ça fait une vingtaine d'actions assez concrètes qui sont proposées par la CNIL. Mais ceux qui sont vraiment, pour moi, les deux plus importants, c'est former à l'éthique tous les acteurs maillants de la chaîne algorithmique. En particulier, nous, à l'école, on forme des étudiants à l'intelligence artificielle et à la robotique de services intelligents. Donc, nos étudiants doivent comprendre de quoi on parle et quels sont les risques. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on ne peut pas ne pas être formé à ces problématiques d'éthique autour des algorithmes et par ricochet des robots intelligents.
Et il est aussi très important de faire que les systèmes algorithmiques et du coup les robots soient compréhensibles. C'est-à-dire qu'on doit être dans des situations permanentes où un être humain peut comprendre ce qui se passe et du coup peut avoir un avis sur ce qui se passe. Parce que le gros danger, c'est qu'on se trouve dans des situations qui nous dépassent déjà, on va dire, individuellement, c'est-à-dire on est vite dépassé par plein de choses, etc. Mais même les meilleurs experts pourraient être dépassés. Et du coup, voilà, l'idée c'est, il ne faut pas que ces situations puissent arriver. Pour conclure, l'avenir des robots de service, etc., ce qui va arriver bientôt, c'est la voiture autonome. La voiture autonome, elle est prête, mais il y a plein de problèmes légaux à régler. C'est-à-dire, il y a vraiment un problème de droit et de définir qu'est-ce qui peut être légal. Et là-dedans, il y a un ouvrage, alors pour le coup, celui-là, il est un peu plus compliqué à lire, l'ouvrage de Nathalie Nevjean, qui est le traité de droit et d'éthique de robotique civile, mais qui est quand même un ouvrage qui a le mérite d'exister, qui est extrêmement intéressant, dans lequel elle fait vraiment une analyse de ces aspects légaux et éthiques, mais la nouveauté, c'est les aspects légaux qui étaient très peu étudiés jusque-là. Et en gros, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est de comprendre à quel point ça va être difficile de définir un droit autour de la robotique de service intelligente. C'est-à-dire que définir un droit du robot intelligent au domicile d'un particulier, ça va être un challenge auquel le droit n'a jamais été confronté. Comment définir qu'un robot marche ou ne marche pas, un robot de service intelligent à domicile, et comment on peut pouvoir définir que ce robot est mal utilisé, et qui sont les responsables en cas de problème dans un sens ou dans l'autre. C'est un niveau de challenge qui dépasse complètement tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, les grands organismes de normalisation, à la fois mondiaux et nationaux, sont sur cette problématique centrale de, en gros, définir l'intelligence. Définir en quoi c'est intelligent ou pas. Définir est-ce que c'est suffisamment intelligent par rapport au prix que je paye pour l'avoir. Et ça, c'est vraiment un challenge qui semble aujourd'hui poser tellement de problèmes qu'on ne sait pas trop comment ça va marcher. Par contre, là où le droit est très fort, par ricochet, c'est de définir ce que doit être un robot dans le cadre d'un robot de travailleur, avec des gens dans le cadre du contexte du travail. Là, la loi est très bien faite, et définir un robot au travail qui nous aide, ça, on a déjà un arsenal législatif qui est adapté. Par contre, le robot à domicile, c'est un casse-tête, et on ne sait pas du coup ce que ça donnera dans le futur vis-à-vis de ça.